Une nuit glaciale. Une ruelle qui aurait dû rester vide. Un puissant milliardaire pense pouvoir pousser sa femme enceinte au sol, la laisser en sang et s'éloigner comme si sa vie ne comptait pas. Ce qu'il ignore, c'est que la femme qu'il a abandonnée ne fera pas que survivre. Elle se relèvera avec des preuves, des alliés et la force de lui arracher tout ce qu'il croyait intouchable. Ce qui suit est un affrontement de trahison, de survie et de justice ultime. Et croyez-moi, vous ne croirez pas la fin avant que nous n'y arrivions. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de vous lire. La pluie s'abat violemment sur les rues de la ville, de lourdes gouttes martèlent les poubelles rouillées et le pavé fissuré d'une ruelle oubliée. Des néons clignotent depuis la rue principale, projetant des lueurs maladives de rose et de vert qui atteignent à peine ce coin d'ombre. Une femme enceinte trébuche en avant, ses mains serrées contre son ventre arrondi. Son souffle est court, paniqué, formant de la buée dans l'air glacé de la nuit. Derrière elle, des pas résonnent, réguliers et nonchalants. Ils appartiennent à un homme vêtu d'un costume sur mesure, ses chaussures intactes malgré les flaques qu'elle a traversées. Son visage est à moitié dissimulé sous la lumière d'un réverbère, mais sa voix porte la froideur de la glace. « Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas me défier, » dit-il, ses mots lents, délibérés, chaque syllabe tranchante. Elle se retourne, les yeux écarquillés, emplis d'un mélange d'incrédulité et de supplication. Son mascara a coulé sous la pluie, ses lèvres tremblent tandis qu'elle murmure son nom. « S'il te plaît, je porte ton enfant. Nous devrions être une famille. » Un instant, le silence s'installe, seulement troublé par l'eau de pluie qui goutte d'un escalier de secours au-dessus. Il ne se radoucit pas, il ne cède pas. Au contraire, il s'avance, son parfum coûteux dominant l'odeur des ordures mouillées et de la rouille. Sa main se tend, non pas pour réconforter, mais pour blesser. D'une poussée brutale, il la repousse en arrière. Son corps heurte le mur de briques froides. Elle halète, ses genoux cèdent, puis elle s'effondre au sol. Une douleur aiguë traverse son abdomen. Elle appuie une main sur son ventre, l'autre sur le sol, glissant alors que le sang se mêle à la pluie qui s'écoule vers la bouche d'égout. Son cri n'est pas fort. Il est brisé, faible, à peine plus audible que l'orage. À l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît. Mais il n'y a personne. La ruelle est vide. Le monde lui a tourné le dos. Il se tient au-dessus d'elle, impassible. Sa mâchoire se crispe comme si sa souffrance n'était qu'une gêne. Il inspire profondément, resserre sa veste pour se protéger de la pluie et crache des mots qui brûleront sa mémoire à jamais. « Tu n'es rien, tu es faible, je n'ai plus besoin de toi. » L'eau, elle secoue la tête, des larmes coulant sur son visage. « Marcus, ne m'abandonne pas ici. Le bébé. » Pour la première fois, son expression change, non pas par pitié, mais par irritation. Son regard glisse sur son ventre, puis sur le sol, où son sang s'étend comme de l'encre. Il ajuste ses boutons de manchette, un geste de vanité au milieu de la cruauté, et murmure froidement. « Cet enfant ne comptera jamais pour moi. » Ses mots frappent plus fort que la poussée. Sa poitrine se serre, sa respiration devient courte, douloureuse. Pourtant, même alors que ses forces la quittent, elle entoure son ventre de ses deux mains et chuchote à la vie en elle. « Reste avec moi. S'il te plaît, reste avec moi. » L'homme se détourne, ses chaussures de luxe claquant sur le sol. Il s'éloigne sans un regard en arrière. Les phares de sa voiture de luxe brillent un instant, le moteur rugit. Puis les feux arrière s'éteignent et disparaissent derrière le rideau de pluie. Elle reste seule. Seule avec le rythme affolé de son cœur qui lutte contre la tempête, seule avec la douleur qui déchire son corps, seule avec la pluie qui efface les traces de ses pas, mais pas la violence de sa trahison. La caméra de ce souvenir s'attarderait sur sa main tremblante posée contre le sol, ses doigts écartés, couverts à la fois de pluie et de sang. Ses lèvres bougent encore, sa voix presque engloutie par l'averse. « Nous survivrons. D'une manière ou d'une autre, nous survivrons. » Puis la nuit avale le son. Le souvenir n'apparaît pas par éclair. Il revient comme une couverture chaude, douce et trompeuse, masquant les arêtes coupantes du présent.
Elle se rappelle la maison qu'ils partageaient autrefois, un vaste domaine à la périphérie de la ville, ses fenêtres illuminées comme des lanternes contre le ciel du soir. Elle pensait que c'était un sanctuaire. Elle croyait qu'il était bâti non seulement de briques et de marbre, mais aussi de confiance et de dévouement. Au début, il tenait sa main comme si c'était un trésor. Sa voix était douce alors, une mélodie qui l'avait convaincue d'abandonner le monde qu'elle connaissait. Il lui avait promis qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter. Il lui avait promis qu'elle serait toujours en sécurité sous sa protection. « Fais-moi confiance », avait dit Marcus une nuit, son bras autour de ses épaules alors qu'ils se tenaient devant la chambre d'enfant qu'ils aménageaient ensemble. Les murs avaient été peints d'une teinte crème douce. Un fauteuil à bascule trônait dans un coin, sentant encore le bois poli. Il avait montré le berceau qu'ils avaient choisi et souri, ses dents brillantes sous la lumière du lustre. « Notre enfant dormira ici. Nous construirons une famille si parfaite qu'aucune tempête ne pourra l'atteindre. » Elle l'avait cru. Elle avait renoncé à sa carrière, fermant son cabinet de design pour se consacrer à leur vie commune. Ce n'avait pas été facile d'abandonner l'entreprise qu'elle avait fait grandir, les nuits passées à élaborer des plans, les clients qui admiraient son travail. Pourtant, ses paroles apaisaient la douleur. « Tu n'auras plus besoin de travailler. Je te donnerai tout. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être mienne. » À l'époque, cela ressemblait à de l'amour. À l'époque, cela ressemblait à de la sécurité. Il y avait eu des dîners aux chandelles où il lui versait du vin et parlait de l'avenir. Il y avait eu des soirées d'été au bord de la piscine, sa robe flottant dans la brise nocturne, tandis que sa main reposait doucement sur le bas de son dos. Il murmurait des promesses sous les étoiles, pour toujours. Voilà ce que nous sommes. Zhao. Elle se rappelle encore les vacances, les photos encadrées sur la cheminée, ses cheveux balayés par le vent de l'océan, son bras posé négligemment autour de sa taille, tous deux souriant à l'objectif. Pour ceux qui regardaient, il semblait intouchable, l'image du succès et de l'affection. Mais déjà, des ombres commençaient à s'installer. De petits détails, écartés, oubliés jusqu'à présent, sa manière de la corriger devant leurs amis, toujours avec un sourire assez tranchant pour blesser. Sa façon de choisir ses tenues pour les réceptions en disant « Mais ça, cela te fait ressembler à l'épouse parfaite. » Elle s'était dit que c'était de l'attention, elle s'était dit que c'était de la sollicitude. Pourtant, certaines nuits, elle restait éveillée, fixant le plafond, se demandant quand sa voix avait cessé de lui appartenir. Mais la chambre d'enfant l'avait toujours ramenée à l'espoir. Elle passait ses après-midi à plier de petits vêtements, à presser sa paume contre son ventre arrondi, murmurant à l'enfant qu'elle portait. Elle voulait que son bébé ressente l'amour, qu'il connaisse la chaleur avant même de naître. Chaque fois que Marcus entrait dans la pièce et embrassait son front, elle croyait qu'ils construisaient quelque chose ensemble. « Tout ce que je fais, » lui avait-il dit un jour, sa main posée sur son ventre, « c'est pour toi et pour notre enfant. » Ses paroles avaient été du miel. Ses yeux avaient été stables. Elle s'était laissée tomber plus profondément dans l'illusion. À présent, dans la ruelle glaciale de son esprit, elle voit la vérité. Ses promesses n'étaient pas des fils d'amour, mais des chaînes de contrôle. La maison, les dîners, les vacances, tout avait été soigneusement arrangé pour la rendre dépendante, pour lui faire croire qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle se souvient de sa propre voix en ces jours-là, douce et hésitante, commençant toujours par « Qu'en penses-tu, Marcus ?» et se terminant toujours par son approbation. Le passé pèse sur sa poitrine comme un fardeau. Les doux mensonges et les gestes tendres brûlent désormais avec la conscience de la trahison. Elle avait échangé sa liberté contre ses promesses. Elle lui avait donné sa confiance, sa carrière, son avenir, et il l'avait payé de l'abandon sous la pluie. La première fissure dans le masque apparut un soir calme. Elle avançait lentement dans la maison, une main dans le bas du dos, l'autre posée sur la courbe de son ventre. La chambre du bébé était presque terminée. Une légère odeur de peinture fraîche flottait dans l'air, mêlée à la lavande d'une bougie qu'elle avait allumée. Elle fredonnait doucement, disant à son enfant à naître que le monde qui l'attendait serait chaud et sûr. Mais alors, elle l'entendit, une voix d'abord étouffée, venant du bureau de Marcus. Sa porte restait d'ordinaire fermée quand il travaillait. Elle avait appris à ne pas le déranger à ces moments-là. Pourtant,
Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. Ce n'était ni la voix autoritaire de l'homme d'affaires, ni la voix tendre du mari. Elle était plus basse, plus douce, chargée d'intimité. Elle s'approcha, ses pas nus glissant, sans bruit sur le parquet. « Ne t'inquiète pas, dit Marcus au téléphone. Ces mots nets. Quand elle sera partie, tout ce que nous avons prévu se mettra en place. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle voulut croire qu'elle avait mal entendu, mais il éclata de rire, un rire grave et cruel qu'elle ne lui connaissait pas. « Elle est faible, elle ne tiendra pas longtemps. Quand elle disparaîtra, toutes ses parts me reviendront. Et alors, ma chérie, l'Empire sera à nous. » Lan, le mot « chérie » la transperça plus profondément qu'une lame. Elle posa sa paume contre le mur pour ne pas chanceler. Son cœur battait si fort qu'elle craignit pour le bébé. La chaleur de la bougie, dans la chambre, lui parut désormais ironique, comme si chaque recoin de la maison connaissait la vérité avant elle. Marcus continua. Sa voix s'éleva, excitée, presque joyeuse. « Elle me fait confiance totalement. Elle ne se doute de rien. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de nous cacher. Je serai libre et tu seras à mes côtés, là où tu dois être. » Ses yeux la brûlaient. Elle mordit sa lèvre pour étouffer un sanglot. Le goût du sang envahit sa bouche. Chaque promesse qu'il lui avait faite se rejouait dans sa mémoire, désormais tordue et empoisonnée. Pour toujours. Famille, sécurité, mensonge. Elle voulut entrer en trombe, crier, exiger des explications, mais son corps se figea. La peur de ce qu'il pourrait faire s'il la découvrait paralysa ses gestes. Alors elle resta là, appuyée au mur, les larmes dévalant ses joues en silence. Puis vint le coup de grâce. « Ne t'inquiète pas pour le bébé, » dit Marcus avec un mépris glacial. « Cet enfant ne compte pas. Quand elle sera partie, le problème le sera aussi. Rien ne nous arrêtera. » L'appel s'acheva dans un déclic sec. Ses genoux cédèrent. Elle glissa contre le mur jusqu'au sol froid. Ses mains tremblaient en couvrant son ventre. Elle murmura à travers ses larmes. « Il ne veut pas de toi. Mais moi, oui. Je te protégerai. » La maison, autrefois un refuge, lui apparut comme une prison. Chaque lustre, chaque surface polie, chaque photo souriante la narguait. Tout n'était que décoration masquant la pourriture. Elle comprit alors que l'amour de Marcus n'avait jamais été de l'amour. Ce n'était qu'une cage, soigneusement bâtie pour l'enfermer jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'elle. Son corps tremblait, mais son esprit s'aiguisait. Elle prit son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran humide de larmes, et appuya sur « Enregistrer ». Si une autre conversation se produisait, elle la capturait. S'il voulait l'effacer, elle laisserait des preuves de son existence, des preuves de la trahison. Elle posa son front contre le mur, ferma les yeux. L'enfant bougea en elle, rappel fragile mais tenace de la vie. Elle serra son ventre et murmura « Nous survivrons. Même si cela me tue, je ne le laisserai pas nous détruire. » Là, la bougie dans la chambre du bébé s'éteignit, laissant le couloir dans l'obscurité. La nuit était plus froide que d'habitude. Les nuages pesaient bas sur la ville, étouffant les étoiles, et les rues luisaient de pluie. Marcus insista pour l'emmener dîner. Son sourire paraissait assez convaincant, son bras autour de ses épaules calculées. Mais en elle, tout avait changé. Elle savait que les mots entendus n'étaient pas des erreurs, mais des plans. Le restaurant était luxueux. Chaque table recouverte de nappes blanches, chaque verre brillant sous les lustres dorés. Les regards se tournaient vers eux avec admiration, chuchotant sur ce couple puissant et intouchable. Elle resta silencieuse, les mains sur son ventre, jouant avec sa nourriture. Son rire résonnait, charmeur, alors qu'il séduisait des investisseurs. Pas une seule fois son regard ne se fit doux lorsqu'il croisa le sien. À la fin du dîner, il la conduisit dehors, non pas vers la limousine, mais dans une rue latérale. Le trottoir était irrégulier, brillant sous la lumière vacillante des lampadaires. Elle hésita, son instinct lui criant de résister. « Marcus » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Où allons-nous ? La voiture est de l'autre côté. » Il ne répondit pas. Sa main se resserra sur son bras, la forçant vers une ruelle étroite. L'odeur de nourriture avariée et de béton humide remplaça le parfum du restaurant. Son pouls accéléra, son corps se préparant à une menace qu'elle ne pouvait encore nommer. Enfin, il s'arrêta.
Il lâcha son bras et se retourna. Le masque de charme était tombé, ses yeux étaient tranchants, sa mâchoire crispée. « C'est ici que ça s'arrête, dit-il froidement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son souffle court. Que veux-tu dire? Tu es devenu un fardeau, répondit-il. Une faiblesse. Je ne peux pas bâtir un empire en traînant un poids mort. L'un. Elle recula, ses mains couvrant instinctivement son ventre. Je suis ta femme, je porte ton enfant. Comment peux-tu dire ça? Son rire claqua contre les murs, amer et dur. Cet enfant ne compte pas, toi non plus. Tu pensais vraiment que je t'aurais laissé contrôler quoi que ce soit? Non, tu es remplaçable. Et ce soir, c'est terminé. Ses genoux vacillèrent. Le monde tourna autour d'elle, tandis qu'elle tentait de comprendre cette cruauté. Elle secoua la tête, les yeux embués. « S'il te plaît, Marcus, ne fais pas ça. Je t'aime, nous sommes une famille. » Son visage se durcit davantage. « De l'amour? Ne me parle pas d'amour. La seule chose qui compte, c'est le pouvoir. Et toi, tu es un obstacle. » Avant qu'elle puisse réagir, il la poussa de toutes ses forces. Le choc la projeta contre le mur de briques mouillées. Elle s'effondra. Une douleur aiguë la traversa. Elle cria, serrant son ventre, sa robe tachée de pluie et de sang. « Marcus !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la ruelle. « Le bébé, aide-moi !» Mais il ne plia pas. Il ne fit pas un pas vers elle. Au lieu de cela, il ajusta ses manchettes comme s'il effaçait une poussière. Il la regarda de haut, avec une froide satisfaction. « Tu es seule maintenant. Considère ceci comme ta dernière nuit en tant que ma femme. » Puis il tourna les talons. Ses chaussures claquaient contre le sol tandis qu'il s'éloignait. Elle se traîna, tendant une main tremblante. « Ne me laisse pas, je t'en prie. » Ces mots se perdirent dans la pluie. Le bruit d'une portière claquée résonna dans la ruelle. Le moteur rugit, les phares fendirent brièvement l'obscurité, puis les feux arrière disparurent dans la nuit. Elle resta seule, avec pour compagnon la tempête et son souffle saccadé. Son corps se replia autour de son ventre, tandis qu'elle murmurait entre ses dents serrées « Tiens bon, petit, yaten prie, tiens bon. » Léou. La pluie redoubla, se mêlant au rouge qui s'étalait sous elle. Seule, dans cette ruelle oubliée, elle comprit enfin toute la vérité. L'homme qu'elle avait aimé n'existait plus. À sa place se tenait un étranger capable de la laisser mourir. La ruelle était silencieuse, sauf pour la pluie. Chaque goutte frappait le sol avec un rythme qui suivait sa respiration haletante. Elle était recroquevillée contre le sol froid, sa robe lourde d'eau, ses bras serrés autour de son ventre. La douleur la traversait par vagues, aiguës et implacables. Elle avait l'impression que son corps se brisait de l'intérieur, mais son esprit s'accrochait à une seule pensée. Le bébé. « Reste avec moi », murmura-t-elle entre ses lèvres fendillées. Sa voix était faible, avalée par la tempête. « Nous survivrons, je te le promets. » Ses doigts cherchèrent quelque chose à saisir, glissant sur les briques mouillées et les flaques, jusqu'à rencontrer le fond d'une bouteille cassée. Le verre entailla sa peau, tirant un nouveau filet de sang, mais elle n'y prêta pas attention. Tout ce qui comptait était de rester consciente. Si elle fermait les yeux, elle craignait de ne jamais les rouvrir. Les images de la trahison de Marcus jaillirent dans son esprit. Son sourire cruel lorsqu'il s'était détourné, le bruit du moteur de sa voiture s'éloignant dans la nuit. L'espace d'un instant, la rage remplaça la peur. Comment pouvait-il l'abandonner, elle qui avait tout sacrifié et l'enfant qui portait son nom? Cette colère lui donna la force de se hisser sur ses genoux. Son souffle était saccadé. Elle tenta de se relever, mais ses jambes cédèrent. Elle retomba lourdement, haletante, alors qu'une nouvelle vague de douleur la traversait. Les larmes brouillèrent sa vue, se mêlant à la pluie jusqu'à transformer le monde en un flou d'eau et de lumière. Elle posa sa main sur son ventre, murmurant à la vie qu'elle portait. « Tu n'es pas seule. Maman est là. Nous ne lui donnerons pas la satisfaction de nous perdre. » Elle se traîna en avant, centimètre par centimètre, vers la faible lueur au bout de la ruelle. Chaque mouvement écorchait ses genoux contre le sol, chaque effort laissait une trace rouge derrière elle. Son corps réclamait l'abandon, mais son cœur la poussait à avancer. Renoncer était impensable. Au loin, une voix résonna. Elle s'arrêta,
tendant l'oreille. La voix se rapprocha, plus nette malgré la pluie. C'était un homme, inquiet, pressant. « Allô? Il y a quelqu'un » Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle tenta de répondre. Le son qui sortit fut à peine un souffle. « À l'aide, je vous en prie. » Des pas pressés approchèrent. Un faisceau de lampes découpa la pluie, éclairant son corps fragile. L'homme était jeune, son uniforme trempé, le badge sur sa poitrine révélant un ambulancier en fin de service. Ses yeux s'écarquillèrent devant la scène. « Mon Dieu » dit-il dans un souffle. Il s'agenouilla aussitôt, ses mains agissant avec précision. « Restez avec moi, vous m'entendez? Vous allez vous en sortir. » Elle tenta de hocher la tête, sa vision s'assombrissant. Un mélange de soulagement et de peur lui serra la poitrine. Le secouriste posa 2 doigts sur son cou pour prendre son pouls, puis attrapa sa radio. « J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Femme, fin de vingtaine. Environ 7 mois de grossesse, traumatisme sévère, perte de sang. Localisation, ruelle East Side, près de Franklin Avenue. Vite. » Il se tourna vers elle, son visage ferme mais ses yeux doux. « Ne fermez pas les yeux. Regardez-moi, respirez avec moi. » Elle s'accrocha à sa voix, luttant contre l'obscurité. Son souffle était court, mais elle suivait son rythme du mieux qu'elle pouvait. À cet instant, sous la pluie battante et les sirènes encore lointaines, elle comprit qu'elle n'était pas complètement seule. Un inconnu l'avait trouvée. Un inconnu avait eu assez de cœur pour s'agenouiller auprès d'elle quand l'homme qu'elle aimait l'avait abandonnée. Son corps convulsa sous une nouvelle vague de douleur. Elle cria, ses ongles s'enfonçant dans le bras du secouriste. Il la soutint, sa voix ferme mais douce. « Tenez bon pour votre bébé, tenez bon pour vous. Les secours arrivent. » Et à ces mots, elle s'accrocha à la vie, refusant de lâcher prise. Les sirènes se rapprochèrent jusqu'à emplir la nuit. Des lumières bleues et rouges dansèrent sur les murs humides de la ruelle, peignant tout de reflets changeants. Le secouriste resta près d'elle, sa main posée sur son épaule. « Restez avec moi » répéta-t-il, calme mais urgent. « L'aide est là. » 2 autres ambulanciers surgirent avec un brancard. Leurs gestes étaient rapides, précis, mais empreints de soin. L'un prit ses constantes, l'autre prépara des bandages. Elle comprenait à peine leurs mots. Son monde s'était réduit à des éclats de lumière, au battement de cœur de son enfant résonnant dans sa mémoire et à la chaleur de l'homme qui l'avait trouvé. Quand ils la soulevèrent sur le brancard, une douleur fulgurante la traversa. Elle cria, serrant son ventre. L'un des ambulanciers se pencha, son ton ferme mais rassurant. « Nous vous tenons. Votre bébé se bat encore. Tenez bon. » Le trajet à l'hôpital se brouilla en fragments, les portes claquées de l'ambulance, le bip régulier des moniteurs, le masque à oxygène sur son visage, les voix comptant, criant, pressant. Elle s'accrocha à une seule pensée. Elle et son enfant étaient encore en vie. Des heures plus tard, elle ouvrit les yeux dans un lit d'hôpital. Le plafond blanc lui était inconnu, mais le bip régulier à côté d'elle signifiait qu'elle était toujours là. Une infirmière ajusta sa perfusion et lui sourit doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. Votre bébé aussi. Reposez-vous. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle tourna lentement la tête. Là, assis près d'elle, se trouvait le secouriste qui l'avait trouvé. Son uniforme était froissé et humide, ses cheveux aplatis par la pluie. Il se leva en la voyant éveillée et s'approcha. « Vous avez réussi, » dit-il doucement. « Je vous avais dit de tenir et vous l'avez fait. » Ses lèvres tremblèrent lorsqu'elle murmura « Merci ». Il secoua la tête. « Pas la peine, n'importe qui aurait fait pareil. » Mais elle savait que non, tout le monde ne se serait pas arrêté dans cette ruelle. Tout le monde n'aurait pas pris soin d'elle. Les jours suivants, il revint souvent la voir, même hors service. Il s'appelait Daniel. Il était plus jeune que Marcus, mais sa présence avait une force que Marcus n'avait jamais eue. Il parlait avec bonté, pas avec autorité. Il écoutait, il demandait comment elle se sentait, pas ce qu'elle pouvait donner. Un soir, alors qu'elle était assise contre ses oreillers, Daniel posa une tasse de thé chaud sur sa table de chevet. « Vous avez besoin de force, » dit-il, « pas seulement pour votre corps, mais pour votre esprit. Ce que vous avez traversé, cela briserait beaucoup de gens.
Mais vous êtes encore là. Cela veut dire quelque chose. » Elle le regarda, ses mains entourant son ventre, sa voix douce mais ferme. « Il voulait que je disparaisse. Il pensait que j'étais trop faible pour survivre. » L'expression de Daniel s'assombrit. Il ne demanda pas plus, mais ses yeux reflétaient une colère silencieuse. « Alors il vous a sous-estimé. Survivre n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de votre force. » Ces mots s'enracinèrent profondément dans son cœur. Trop longtemps, elle avait été définie par le contrôle de Marcus. On lui avait dit quoi porter, comment parler, où aller. Mais voici quelqu'un qui la voyait autrement. Non comme une possession, non comme un fardeau, comme une femme capable de tracer son propre chemin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, elle s'endormit sans cauchemar. Au matin, le soleil filtrait par les stores de l'hôpital. Il caressait doucement son visage, comme pour lui rappeler que le monde gardait encore de la chaleur. Daniel se tenait à la porte, prêt à partir pour son service. Avant de sortir, il s'arrêta et dit des mots qui résonneraient longtemps en elle. « Vous êtes en sécurité maintenant, mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. » La guérison ne vint pas du jour au lendemain. Son corps restait fragile, ses pas incertains, mais son esprit s'affûtait chaque jour davantage. La chambre d'hôpital, qui avait d'abord semblé un refuge, devint un lieu de planification. Chaque matin, elle s'asseyait bien droite, un carnet sur les genoux, les pages se remplissant d'idées, de notes et de stratégies. La femme qui avait murmuré pour survivre commençait désormais à parler de justice. Daniel l'avait mise en contact avec un avocat, un homme discret, au regard perçant, qui comprenait l'importance du silence. Ses visites étaient brèves mais précises. Il déposait des dossiers sur la table de chevet, chacun contenant une pièce du puzzle dont elle avait besoin. Relevés bancaires, transfert de biens, contrats que Marcus avait tenté de dissimuler. La preuve de la trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était financière, elle était légale. Au début, ses mains tremblaient en ouvrant ses dossiers. Lire ces mots et ces chiffres revenait à rouvrir des blessures, à se souvenir de l'ampleur de la trahison. Mais à chaque document étudié, la peur se transformait en clarté. Elle n'était pas impuissante. Elle détenait un pouvoir qu'elle n'avait jamais soupçonné. Un soir, tous trois se réunirent autour de la petite table de sa chambre. Les dossiers étaient étalés comme des armes. L'avocat tapota une page de son stylo. « Ces enregistrements que vous avez sauvegardés, dit-il, combinés avec ces documents financiers, peuvent détruire son empire. Il pensait que personne ne remarquerait. Mais vous avez remarqué, et maintenant la loi le verra aussi. » Elle se pencha en avant, ses mains posées sur son ventre. Sa voix ne tremblait plus. « Il croit que je suis parti. C'est son erreur. Je ne resterai pas silencieuse. » Daniel acquiesça, son expression ferme. « Alors nous préparons votre retour. Il ne peut pas combattre des ombres, mais il ne pourra pas combattre la vérité non plus. » Ils travaillèrent tard dans la nuit, élaborant un plan. Elle resterait discrète, laissant Marcus croire que son plan avait réussi. Pendant ce temps, ses alliés rassembleraient toutes les preuves possibles. Courriels, messages, enregistrements, témoignages d'employés qui avaient trop vu. Aux yeux de Marcus, les murs de son empire tiendraient encore, mais en réalité, des fissures apparaissaient déjà. Le lendemain matin, elle écouta l'un des enregistrements sur son téléphone. La voix de Marcus résonna dans la chambre, arrogante et cruelle. « Ne t'inquiète pas pour elle. Une fois qu'elle sera partie, l'entreprise sera à nous. » Entendre ces mots ne la fit plus pleurer. Ses lèvres se pincèrent. Elle enregistra le fichier, le rangeant soigneusement. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une preuve. Elle prit une feuille blanche et écrivit une seule phrase en haut de la page. « Il pense que je suis morte. C'est mon plus grand avantage. » Son esprit revivait la ruelle, la poussée, les paroles glaciales. Elle se souvenait de la sensation du sol contre ses paumes et de la pluie se mêlant à son sang. Il l'avait laissée pour morte. Pourtant elle était là, vivante, plus forte qu'il ne l'imaginerait jamais. Cette vérité devint son carburant. L'avocat lui remit un autre dossier avant de partir. « Voici les contrats qu'il a manipulés. Le moment venu, nous les présenterons, mais le timing sera crucial. D'ici là, préparez-vous, pas seulement votre dossier, votre présence. Quand vous reviendrez,
ce sera avec une autorité indiscutable. Elle contempla ses mains, autrefois tremblantes, désormais stables. Elle pensa à l'enfant qu'elle portait, à cette vie qui avait survécu contre toute attente. Ce n'était plus seulement une question de vengeance, c'était une question de protection, d'héritage, d'assurer que son enfant ne grandirait jamais dans l'ombre d'un homme comme Marcus. Ce soir-là, en fermant son carnet, elle murmura doucement « Il ne me verra pas venir, mais quand je reviendrai, il ne l'oubliera jamais. » La salle du conseil bruissait d'agitation. Les tables de bois poli brillaient sous les lumières, et l'air vibrait d'anticipation. Marcus siégeait à la tête, son costume impeccable, son sourire calculé. Autour de lui, directeurs et actionnaires attendaient sa prochaine annonce. Il croyait l'avenir assuré. Il croyait avoir éliminé son plus grand obstacle. Aujourd'hui, commença-t-il, sa voix confiante, nous consolidons notre contrôle. Plus de distractions, plus de retard. L'entreprise nous appartient. La salle acquiesça. Les ordinateurs cliquetaient, les stylos griffonnaient des notes. Marcus s'adossa, savourant une autorité qu'il pensait acquise. Puis les portes s'ouvrirent. Le bruit était léger, mais il trancha net l'atmosphère. Toutes les têtes se tournèrent. D'abord, il y eut un silence. Puis des murmures se répandirent, rapides, fébriles. Elle se tenait dans l'embrasure. Vivante, vêtue d'un tailleur noir parfaitement ajusté, la posture droite, le regard ferme, ses cheveux tirés en arrière, son visage éclairé non par la fragilité, mais par la force. À son poignet brillait un simple bracelet d'argent, celui qu'elle portait au début de leur mariage. Cette fois, ce n'était pas un symbole de richesse, c'était un rappel de sa survie. Le visage de Marcus se décomposa. Son sourire disparut, remplacé par l'incrédulité. Il s'agrippa à la table comme si elle seule pouvait le maintenir debout. Elle avança, chaque pas de ses talons résonnant sur le sol. Les murmures s'amplifièrent, une vague de choc parcourant la salle. Les caméras de la presse flashèrent, capturant la détermination dans ses yeux. « Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à me voir », dit-elle d'une voix calme mais tranchante. « Mais je suis bel et bien vivante, et je suis ici pour reprendre ce qui m'appartient. » La salle laissait figea. Marcus ouvrit la bouche, incapable de parler. Elle continua, avançant vers la table. « Pendant des mois, je suis restée silencieuse. Pendant des mois, vous avez cru que vos mensonges avaient triomphé. Mais le silence ne signifie pas la reddition, et l'absence ne signifie pas la défaite. » L'avocat que Daniel lui avait présenté entra derrière elle, portant une pile de dossiers. Il les posa lourdement sur la table, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre. Des papiers se répandirent, emplis de contrats, d'emails et d'enregistrements. Les directeurs se penchèrent, les yeux écarquillés. L'un d'eux ramassa un document et s'exclama « Ce sont les comptes de l'entreprise, des transferts, des fonds offshore. C'est criminel. » Un autre déplia la transcription d'un appel téléphonique. Les mots de Marcus résonnèrent dans la salle. Elle est faible. Elle ne tiendra pas longtemps. Quand elle disparaîtra, toutes ses parts me reviendront. Le son de sa trahison envahit chaque recoin de la pièce. Des exclamations parcoururent l'assemblée. Les caméras captèrent le visage de Marcus, la sueur perlant sur son front. Elle ne détourna pas le regard. Ses yeux restaient fixés sur lui, immobiles, inébranlables. « Tu pensais pouvoir m'effacer, tu pensais pouvoir me laisser mourir, mais tu as oublié une chose. Je ne suis pas une ombre qu'on écarte. Je suis ton égal, et à partir d'aujourd'hui, je suis ton supérieur. » Mason, les directeurs murmurèrent entre eux, certains hochant la tête, d'autres secouant leurs notes avec stupeur. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement, les objectifs captant ce moment qui dominerait bientôt les gros titres. La voix de Marcus finit par surgir, brisée, incertaine. « Ce n'est pas possible. » Sa réponse fut simple. « C'est réel, et c'est fini. » La salle du conseil, autrefois théâtre de sa domination, s'était transformée en arène de sa justice. La salle du conseil, autrefois royaume de Marcus, éclata dans le chaos. Les directeurs murmuraient avec agitation, certains serrant les documents accablants, d'autres secouant la tête comme pour refuser d'y croire. Les journalistes criaient leurs questions, leurs micros brandis comme des armes. Les flashs crépitaient encore et encore, chaque éclat de lumière capturant la panique qui envahissait le visage de Marcus.
Il tenta de parler, mais sa voix se brisa sous le poids des preuves. C'est un mensonge. Tout cela est faux. Elle a fabriqué ces papiers. Elle essaie de me détruire. Personne ne bougea pour le défendre. L'avocat à ses côtés se pencha, son ton calme et précis. Ces documents sont vérifiés. Des audits indépendants confirment les transferts. Les enregistrements sont authentiques. Les témoins sont prêts à déposer. Marcus, ton empire s'effondre à cause de ta propre cupidité. Marcus frappa du poing sur la table, les yeux fous. J'ai construit cet empire. Aucun de vous ne serait ici sans moi. Cette explosion ne fit qu'alourdir le silence qui suivit. Les directeurs se remuèrent sur leur siège, leur loyauté s'évaporant en temps réel. Un vieil actionnaire se leva lentement, sa voix ferme. « Tu as peu être construit cet empire, Marcus, mais tu l'as empoisonné. Et maintenant tu es démasqué. » Les mots tombèrent comme un coup de marteau. Les agents de sécurité s'approchèrent, alertés par la tension croissante. Les caméras captèrent chaque geste, chaque tremblement de ses mains, chaque goutte de sueur sur sa tempe. Il tira sur sa cravate comme si elle l'étouffait, son allure jadis imposante se réduisant en quelque chose de fragile et désespéré. Elle le regarda sans fléchir. Des années durant, elle avait vécu dans son ombre, réduite par ses ordres et ses regards glacés. À présent, c'était lui qui rétrécissait et elle se tenait droite. Sa voix était ferme lorsqu'elle parla. « Tu m'as laissée pour morte parce que tu croyais que personne ne verrait jamais la vérité. Mais la vérité ne se cache pas éternellement et elle ne s'incline pas devant toi. » Marcus recula d'un pas, sa main agrippant la table. Ses yeux cherchaient un allié, mais les directeurs détournaient le regard. L'un après l'autre, ils tournaient leurs yeux vers elle, la femme qui avait survécu, la femme qui détenait désormais l'avenir de l'entreprise. Un autre directeur prit la parole. « Nous allons organiser un vote d'urgence. À compter de maintenant, Marcus sera destitué. Le contrôle lui reviendra. » L'annonce fit éclater la salle. Les journalistes crièrent plus fort, les téléphones vibrèrent alors que la nouvelle se répandait à travers la ville. Le visage de Marcus pâlit, puis se teinta de rouge de rage. « Non !» hurla-t-il, la voix brisée. « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis Marcus Hale, je suis intouchable. » Mais ces mots sonnaient creux. Ils étaient le cri d'un homme voyant son empire s'effondrer pierre après pierre. Les agents de sécurité finirent par intervenir, leurs mains fermes sur ses bras. Il se débattit, sa voix résonnant dans la salle. « Ce n'est pas fini. Vous le regretterez tous. » Mais personne n'écouta. Elle s'avança, ses talons claquant sur le sol poli, ses yeux rivés sur lui. « Le seul à regretter quoi que ce soit, c'est toi. Tu avais tout et tu as choisi la cruauté. Maintenant tu n'as plus rien. » Les larmes montèrent aux yeux de Marcus. Pour la première fois, son arrogance céda à la désespérance. Il baissa la tête, ses épaules tremblant, l'image du pouvoir brisé à jamais. Les caméras capturèrent tout. Le puissant milliardaire réduit à genoux, non par des ennemis venus de l'extérieur, mais par l'épouse qu'il avait sous-estimée. Le renversement du pouvoir était complet. La salle du conseil retomba dans le silence après son évacuation. L'écho de ses protestations flottait encore dans l'air, mais il n'avait plus de poids. Ce n'était plus que du bruit, les restes d'un homme déchu. Les caméras cessèrent de crépiter, les journalistes abaissèrent leurs micros, et pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids de sa présence s'envoler de ses épaules. Elle inspira profondément, retrouvant son calme. Tous les regards convergèrent vers elle. La femme autrefois rejetée, humiliée et laissée pour morte se tenait maintenant au centre de l'empire qu'il croyait contrôler. Elle ne trembla pas, elle ne chancela pas. « Je ne suis pas revenue pour me venger, » dit-elle, sa voix claire et assurée. « Je suis revenue pour la justice, et je suis revenue pour l'avenir de mon enfant. » Les directeurs acquiescèrent, certains honteux de n'avoir rien dit plus tôt, d'autres admiratifs de sa force. L'avocat plaça les derniers documents devant elle. De sa main ferme, elle signa son nom. Le transfert de pouvoir était accompli. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était la dirigeante. La nouvelle se répandit en quelques minutes. Les écrans de la ville affichèrent son visage. Les gros titres parlaient de survie, de trahison et de justice.
Les journalistes relataient ce retournement stupéfiant, l'histoire du milliardaire qui se croyait intouchable et de la femme qui s'était relevée des cendres pour prendre sa place. Mais tandis que le monde bruissait de cette histoire, ses pensées restaient plus simples, plus intimes. Elle posa une main sur son ventre, sentant un léger mouvement en elle. Son enfant avait survécu avec elle. C'était sa plus grande victoire. Quelques jours plus tard, elle se tint devant le personnel de l'entreprise. Des centaines d'employés emplissaient l'atrium, leurs visages inquiets, attendant la suite. Elle les considéra non comme des pions de l'empire de Marcus, mais comme des personnes méritant dignité et stabilité. Cette entreprise ne sera plus gouvernée par la peur, leur dit-elle. Elle sera gouvernée par l'équité, par la responsabilité et par la force de chacun ici. Nous construirons quelque chose de meilleur, ensemble. Les applaudissements éclatèrent. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils ressentaient de l'espoir entre ces murs. Chez elle, dans le calme du soir, elle entra dans la chambre d'enfant, autrefois emplie de promesses brisées. Le berceau l'attendait, le fauteuil à bascule près de la fenêtre aussi. Elle déposa une petite couverture dans le berceau, la même qu'elle avait pliée avant que son monde ne s'écroule. Cette fois, elle symbolisait autre chose, non des illusions, non des chaînes, mais la liberté. Elle s'assit dans le fauteuil, caressant son ventre alors que les derniers rayons de soleil filtraient par les rideaux. Le silence n'était plus lourd, il était paisible. Son esprit dériva vers Marcus, brisé et impuissant, son empire réduit en poussière par sa propre main. Elle ne ressentit pas de satisfaction à sa chute, seulement une fermeture. Il avait choisi la cruauté, et la cruauté l'avait consumé. Elle avait choisi la survie, et la survie l'avait menée jusqu'ici. Daniel vint un soir, déposant des fleurs sur sa table de chevet. Il sourit doucement. « Vous avez parcouru un long chemin, dit-il. » Elle lui rendit son sourire, ses yeux doux mais déterminés, « et je ne fais que commencer. » Quand la nuit tomba, elle murmura à son enfant à naître. « Tu es en sécurité maintenant. Notre vie ne sera pas bâtie sur des mensonges. Elle sera bâtie sur la vérité, sur la force et sur l'amour. » Tung. La ville scintillait de lumière, mais pour elle, l'éclat venait de l'intérieur. Elle avait traversé la trahison, le sang, l'abandon. Elle s'était relevée, non seulement vivante, mais plus forte que jamais. De victime à survivante, de survivante à dirigeante, du silence au pouvoir. Son histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.